La nation s'est imposée comme la forme politique dominante. Il n'y a quasiment que des nations à la surface du globe. Certaines sont démocratiques, d'autres ne le sont pas, mais c'est devenu la forme politique universelle par excellence. La richesse circule entre toutes les parties du territoire français, et contrairement à des fariboles qu'on entend souvent, il n'y a pas une France périphérique qu'on aurait complètement abandonnée. C'est pas juste des mesures fiscales, c'est pas juste une série de mesures. C'est des bouleversements. C'est un bouleversement de notre rapport social, parce que tout système énergétique conditionne un rapport social. Il faudra investir 120 000 milliards de dollars dans la transition énergétique à l'échelle mondiale. Donc, il y a un certain niveau de confort de vie auquel se sont habitués les gens, et l'idée, c'est pas de leur dire que ils vont perdre 30 ou 40% de leur confort de vie. Surtout pas. L'essentiel, c'est de maintenir un certain... En revanche, c'est vrai que je pense que nous n'allons pas... Ce serait mentir aux gens que de dire qu'ils vont progresser encore de manière inexorable dans leur confort de vie. Alors, il faut d'abord être capable de faire un diagnostic commun. Et je pense que ce que nous avons perdu aujourd'hui dans notre débat démocratique, c'est notre capacité à partager des diagnostics approfondis. Et donc ce qu'il faut, c'est reconstruire un débat beaucoup plus approfondi et être capable de se mettre d'accord sur des diagnostics. Bonjour, bienvenue sur Penser c'est chouette pour un nouvel entretien. Nous recevons David Jays, un jeune intellectuel dont le travail est réputé aussi sérieux qu'optimiste. Son premier essai, Slow Democracy, a invité à réinvestir la nation comme moyen de contrôle démocratique de la mondialisation afin d'en limiter les effets les plus délétères pour les équilibres sociaux et environnementaux. Dans son nouvel essai intitulé Le nouveau modèle français, David Jays s'inspire de ce qui a fait le succès du modèle de reconstruction français d'après-guerre et en propose un nouveau. Sa thèse veut qu'après la guerre, la nation a su se regrouper autour d'un diagnostic partagé. La nécessité d'industrialiser la France et de la moderniser rapidement afin d'éviter une nouvelle débâcle ou de devenir une puissance moyenne. Il défend l'idée qu'il est impératif aujourd'hui de se réunir autour de nouveaux diagnostics partagés qui s'articulent autour de deux constats. Il nous faut absolument réindustrialiser la France de façon réellement écologique et développer une économie du bien-être, créatrice de valeur et de liens sociaux. Allez. Bonjour David Jays. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes un des rares auteurs aujourd'hui à parler de la nation de façon apaisée et même apaisante. Vous en parlez beaucoup dans le cadre de vos deux derniers livres, Slow Democracy et Le nouveau modèle français. Je vous propose de commencer tout de suite par parler d'abord de la nation de façon abstraite. Qu'est-ce qu'une nation d'abord selon vous ? C'est une question complexe. Je dirais que c'est une forme d'organisation collective, donc une forme politique au sens où c'est une manière d'organiser la vie en commun. Il y a plusieurs formes d'organisation collective dans l'histoire. La plus ancienne, c'est probablement la tribu. C'est ce que raconte Aristote dans le Politique, c'est la forme de base en réalité. Il y a aussi la cité. La cité, c'est une forme d'organisation stabilisée qu'on trouve dans la Grèce ancienne et qui a sa rationalité. Il y a aussi l'Empire. D'ailleurs, il y a une sorte de parenté entre l'Empire et la cité. L'Empire, c'est en général sur un large territoire. Et c'est une forme d'intégration politique plus lâche. C'est-à-dire qu'à l'intérieur d'un empire peuvent coexister des peuplades, des cités, des tribus. Et c'est un principe de décentralisation, alors que la cité, elle, c'est un principe d'intégration. Et puis la nation, c'est la forme politique émanée de la modernité. Parce que c'est la forme politique qui permet de faire coexister, au fond, trois choses. Le principe du gouvernement des hommes, le principe de la liberté individuelle, protégée par l'état de droit, et, bien sûr, le principe démocratique. Le fait que l'on choisisse librement le gouvernement ou l'autorité par laquelle on veut être gouverné. Et donc, aujourd'hui, la nation s'est imposée comme la forme politique dominante. Il n'y a quasiment que des nations à la surface du globe. Certaines sont démocratiques, d'autres ne le sont pas, mais c'est devenu la forme politique universelle par excellence, comme le rappelle très bien d'ailleurs l'historien Pascal Horry dans Qu'est-ce qu'une nation ? Alors, parmi toutes ces nations,
Comment se singularise la nation française, selon vous? Alors justement, on parlait de nation démocratique, la nation française, c'est la nation civique par excellence, parce que d'abord, c'est une des plus vieilles nations d'Europe, comme la nation anglaise d'ailleurs. Elle a été intégrée politiquement par la centralisation monarchique et administrative, donc bien avant la Révolution française. C'est ce qu'on voit quand on lit l'Ancien Régime et la Révolution de Tocqueville. Mais la Révolution française, c'est-à-dire le renversement de la société d'ordre, l'abolition des privilèges, et puis à la fin même la mort du roi, en fait, introduisent à une vitesse incroyable un principe d'autodétermination démocratique, un principe d'autolégislation. Et c'est quelque chose de très important, ce principe d'autonomie démocratique en France, peut-être plus que partout ailleurs. Donc l'histoire de la nation française est indissolublement liée à l'histoire de l'émancipation civique. Et est-ce que cette singularité française est menacée aujourd'hui? Ce qui est certain, c'est que la construction de la nation française, de l'État-nation républicain français, elle reposait sur un universalisme. Cet universalisme à la fois des droits de l'homme, de la démocratie, d'une forme de civilité aussi, qui a été violemment percuté par des universalismes concurrents. La mondialisation économique sous parapluie anglo-saxon telle qu'on la voit s'accélérer depuis les années 70, c'est une forme d'universalisme, mais c'est un universalisme concurrent de l'universalisme de l'État-nation républicain français. Et donc cet État-nation républicain a été déstabilisé, interrogé, inquiété par des mouvements mondiaux, comme celui que j'indiquais à l'instant. Il n'en demeure pas moins que, pour moi, l'État-nation républicain reste aujourd'hui extrêmement important, même incontournable, et il continue de fonctionner dans ses fondements les plus matériels. C'est-à-dire que on n'a jamais eu autant de solidarité à l'échelle du territoire français, à la fois entre les individus et entre les territoires. Et c'est par la force du contrat social qui nous lie à l'intérieur de la nation. Donc vous voyez bien que la question sociale est intimement liée à la question nationale. On a un niveau de dépenses publiques de l'ordre de 62% de la richesse produite. Si les Françaises et les Français consentent à ce niveau-là de dépenses publiques, et donc à quasiment ce niveau-là de fiscalité, c'est parce qu'il y a le sentiment que nous vivons une aventure collective, une aventure commune. La richesse circule entre toutes les parties du territoire français, et contrairement à des fariboles qu'on entend souvent, il n'y a pas une France périphérique qu'on aurait complètement abandonnée. Il y a des inégalités, il y a des territoires où effectivement les services publics se font plus rares et les réformes budgétaires se font sentir, mais il n'y a pas de territoire abandonné. Si vous voulez voir des territoires abandonnés, il faut aller aux États-Unis, dans les villes du Midwest, qui ont été frappées par la désindustrialisation. Là, vous avez des collectivités territoriales qui sont quasiment en faillite. Ça, en France, ça n'existe pas. Et donc, vous avez un fonctionnement matériel de la nation qui n'a jamais été aussi fort. Et le paradoxe, c'est que la nation n'a jamais été aussi intégrée sur le plan de l'infrastructure matérielle, de l'infrastructure sociale, alors même que l'attachement à la nation n'a jamais été aussi incertain, fragile, faible. Dans vos divers ouvrages, vous insistez sur le fait que selon vous, c'est en retrouvant ce sentiment d'appartenance à la nation qu'on arrivera à construire un avenir désirable pour la France et les Français. Comment est-ce qu'on reconstruit ce sentiment d'appartenance? Déjà, le paradoxe de l'époque qui est la nôtre, c'est que nous vivons des crises planétaires. Le changement climatique, ce n'est pas un problème français, c'est un problème global. La mondialisation, ce n'est pas un phénomène français, c'est un phénomène global. L'ouverture économique, la révolution numérique, ce n'est pas un phénomène français, c'est un phénomène global. Et donc on pourrait se dire, pour faire face à ces défis, à ces transitions, à ces crises, la nation elle est obsolète, puisque c'est
par définition, un cadre fragmenté, limité dans l'espace. Or, nous avons des problèmes globaux. Moi, je crois exactement l'inverse, c'est-à-dire que la mondialisation, loin de créer de l'uniformité, elle crée de nouvelles hiérarchies, de nouvelles dépendances, de nouvelles polarisations. Et donc, mécaniquement, elle crée un phénomène de réaffirmation identitaire. On le voit partout, les nationalismes sont plus flamboyants que jamais. On voit, y compris dans les sociétés occidentales, libérales, des inquiétudes identitaires qui s'expriment. Et en réalité, c'est la conséquence mécanique d'une mondialisation qui crée de l'inquiétude identitaire. Et donc, toute la question, c'est de savoir si on va donner à cette inquiétude une forme démocratique, apaisée, constructive, ou au contraire une forme autoritaire, xénophobe, populiste. Et la vision que je promeus, c'est une vision effectivement apaisée, positive, réconciliée de la nation comme opérateur des solidarités, la nation comme lieu de réenchantement démocratique, la nation comme lieu d'amitié civique. Au fond, c'est ça qui parcourt effectivement tous mes travaux et toutes mes réflexions. Et je crois que face aux défis qui sont les nôtres, nous avons besoin d'élever le niveau d'amitié civique dans les nations. C'est-à-dire qu'on ne fera pas face au changement climatique en brandissant la lutte des classes. On ne fera pas face à la révolution numérique en brandissant la lutte des races. On ne fera pas face à la révolution numérique en évoquant une hypothétique gouvernance mondiale. Toutes ces choses-là sont illusoires. Ce qu'il faut, c'est construire justement dans les sociétés, face à ces transitions planétaires, un certain niveau de consensus et une capacité à utiliser ces défis et ces transitions comme un levier pour un nouveau projet français, en l'occurrence. Il y a une idée qui revient beaucoup dans vos deux livres, c'est que ce sentiment d'appartenance à la nation est menacé, car on sent que les fondements sont chamboulés justement par ces crises, ces crises mondiales, mais il n'est pas vécu, ce chamboulement n'est pas vécu de la même façon par toute la population. Et vous faites la distinction entre les nomades et les sédentaires. Dans Slow Democracy, vous parlez aussi de la sécession des élites. Finalement, ça se rejoint comme idée. Et d'ailleurs, électoralement, ceux qui votent pour les partis populistes sont majoritairement des sédentaires. Est-ce que vous pouvez revenir avec nous sur ce concept de sécession des élites et comment il affecte notre capacité à faire nation? Alors, s'agissant de la distinction entre nomades et sédentaires, c'est pas la distinction entre somewhere et anywhere qu'on trouve chez David Goodhart, par exemple. C'est plutôt un concept d'économie politique, c'est-à-dire qu'il y a des emplois qui sont ouverts à la concurrence internationale et qui peuvent être délocalisés, et il y a des emplois qui, au contraire, sont abrités de la concurrence internationale. On aura toujours besoin de coiffeurs, où qu'on se trouve et dans quelques pays qu'on se trouve. En revanche, quand on est ingénieur dans l'aéronautique ou ouvrier dans l'aéronautique, on peut demain faire les frais d'une réallocation de portefeuille de l'entreprise dans laquelle on travaille et perdre son emploi. Donc il y a des emplois exposés, des emplois abrités, et ça crée ensuite des représentations politiques. Depuis 40 ans, les phénomènes économiques qu'on connaît ont plutôt tendance à polariser sur le plan économique et social les sociétés occidentales. C'est-à-dire que vous avez une partie de la population assez significative qui a plutôt gagné à l'ouverture économique. C'est plutôt la partie diplômée, métropolitaine, qui exerce des emplois dans les services, l'économie cognitive, le conseil aux entreprises, le numérique. Et c'est une partie qui a plutôt gagné parce que c'est des métiers scalables, c'est-à-dire que la mondialisation joue comme un démultiplicateur d'opportunités. On a des clientèles beaucoup plus importantes, on n'a plus simplement une clientèle nationale, on a potentiellement une clientèle mondiale. On peut faire une meilleure division du travail, sous-traiter certaines tâches
que ce soit des tâches de fabrication industrielle ou même maintenant des tâches de service dans des pays à bas salaire, et se concentrer sur les activités à haute valeur ajoutée. Donc là, on a tout un pan de la population, je dirais un petit tiers dans les sociétés occidentales, au doigt mouillé, qui a plutôt gagné en fait à ces évolutions et qui est d'ailleurs cette France optimiste, positive, confiante dans l'avenir, celle qui a plutôt voté Macron en 2017. Mais face à ça, on a une partie de la population qui, elle, a vu son niveau de vie stagner, voire se dégrader. C'est beaucoup des métiers, soit des métiers manuels, soit des métiers que David Goudart appelle les métiers du cœur, qui en fait sont les professions du soin, du service à la personne. Alors, c'est des métiers qui ne nécessitent pas forcément de diplôme universitaire, qui sont très importants pour faire tourner l'infrastructure sociale. On a besoin, peut-être plus que n'importe quelle autre profession, d'infirmières, d'éboueurs, de caissières, de caristes. C'est vraiment les métiers qui font tourner la machine, en quelque sorte. Mais c'est des métiers qui n'offrent pas de perspective de progression salariale. On est sur des salaires assez bas, entre 1200 et 1800 euros par mois. Il n'y a pas de source de revenus alternative et il n'y a pas de scalabilité, au sens où quand vous êtes infirmière, vous soignez toujours le même nombre de patients. Quand on est coiffeur, on fait toujours le même nombre de coupes de cheveux depuis la Grèce ancienne. Et puis quand on est caissière, donc si vous voulez, et c'est des métiers qui en plus pour certains sont vulnérables à l'automatisation. Je pense aux caissières par exemple, mais on pourrait citer d'autres exemples. Et donc si vous voulez, vous avez tout un pan de la population qui a été fragilisé à la fois par l'ouverture économique et par l'automatisation. Et donc ça crée des nouvelles fractures dans les sociétés. Et moi, il me semble que la nation entendue comme espace de solidarité sociale, de redistribution, mais aussi de démocratie, c'est un espace dans lequel on peut réduire ces fractures par des politiques de formation, d'accompagnement, de redistribution, par du protectionnisme éclairé quand c'est nécessaire, par des stratégies industrielles partagées entre tous les acteurs. Et donc, si vous voulez, je pense que le meilleur moyen de réenchanter en quelque sorte le rêve démocratique, c'est de remettre l'équation nationale au centre du jeu. Mais toujours dans votre livre, on va rester un petit peu de temps sur ce concept de sécession des élites parce qu'il me semble central quand on parle de refaire nation. Pour refaire nation, il faut que tout le monde se retrouve dans l'idéal national, dans les valeurs de la nation. Vous mentionnez non seulement le fait que justement ces métiers ils perdent et du coup les gens qui occupent ces fonctions se retranchent derrière une idée de la nation un peu combative, mais il y a aussi ce tiers de gagnants dont vous parlez qui lui gagne en fait à cette mondialisation. Et comment convaincre ce tiers-là de se montrer solidaire et de refaire corps, de refaire corps avec le reste de la nation? D'abord, je suis plutôt optimiste sur les gens. C'est-à-dire que vous avez beaucoup de gens qui sont empathiques, solidaires. Alors il y a toujours des indécrottables égoïstes qui n'ont aucune conscience civique, qui n'ont aucune conscience collective. Mais ceux-là, à la limite, ils ne m'intéressent pas parce qu'ils sont irrécupérables. Mais vous avez une majorité de gens qui ont envie d'aider, qui veulent contribuer à un projet collectif, mais encore faut-il qu'on soit capable de le formuler, ce projet collectif. Et je crois profondément que ce projet national que la France peut se proposer pour le XXIe siècle, c'est une stratégie de transition écologique et de transition énergétique qui fasse de la France un pays charnière, en quelque sorte, dans le pilotage des grandes transitions, à commencer par la transition écologique, avec une économie du bien-être, avec la reconquête des territoires, des villes moyennes, des petites villes, avec la valorisation des secteurs d'excellence française, comme l'agriculture, comme la santé, comme le nucléaire, comme les énergies renouvelables aussi, si on se décidait à investir davantage dans cette filière, avec les services publics qui nous caractérisent. Donc il y a, si vous voulez, sur la table, de manière un peu en pièces détachées, tous les éléments pour construire un projet national, un récit français qui embarque un certain nombre d'acteurs. Et de toute façon, c'est la seule alternative que nous ayons à la fragmentation inexorable de notre société à laquelle on assiste depuis 2 ou 3 décennies.
il faudrait que vous en parliez notamment aux responsables du Parti socialiste, qui aujourd'hui dans les sondages sont au plus bas et qui ne remettent pas vraiment en question les orientations politiques qu'ils ont choisies depuis les années 80, qui sont en général tournées vers cette frange de gagnants de la mondialisation. Ils font des scores très très bas parmi les ouvriers, et la majeure partie de leur électorat restant sont des diplômés du supérieur, et donc dans cette tranche des gagnants de la mondialisation. Pourquoi est-ce qu'ils ne changent pas leur discours pour justement reparler à ces classes populaires? D'abord, il ne vous a pas échappé que le Parti socialiste n'était pas au pouvoir, et qu'il est dans un état, hélas, de décomposition très avancé, et je ne suis pas certain que ce soit un parti d'avenir. La question que vous posez, elle fait fond sur quelque chose de plus profond, qui est le divorce d'une partie de la classe politique avec la question sociale. Parce que, si vous voulez, dans les partis politiques, vous avez une surreprésentation de personnes justement diplômées, métropolitaines, qui du coup n'ont jamais, dans leur expérience vécue, connu la vie d'une grande majorité de nos concitoyens. Qu'est-ce que c'est que de faire 1h30 de transport tous les jours pour aller travailler, comme c'est le cas des femmes de ménage de l'Assemblée nationale, que François Ruffin avait mis en lumière? Qu'est-ce que c'est que d'aller travailler à la chaîne tous les jours, avec les cadences, avec les troubles musculo-squelettiques, avec la pénibilité que ça peut engendrer? Qu'est-ce que c'est que d'être précaire, balader de contrat d'intérim en contrat d'intérim, en étant magasinier dans un entrepôt, cariste dans un dépôt Amazon? Ça, c'est des réalités en fait que les dirigeants politiques dont ils n'ont même pas idée la plupart du temps. Qu'est-ce que c'est que de ne pas pouvoir boucler ses fins de mois, de ne pas avoir d'espace pour les extras, pas pouvoir amener ses enfants au parc d'attractions ou au restaurant parce que il y a le loyer à payer, il y a les factures d'essence qui sont de plus en plus élevées, on le voit en ce moment avec les prix de l'énergie, parce qu'il y a les factures d'électricité, parce qu'il y a toutes les charges, toutes les traites, et qu'au fond, à la fin du mois, il ne reste plus rien. Et que le frigo, il est parfois vide le 15 ou le 19 du mois. Ça, c'est des réalités que beaucoup de dirigeants politiques ne connaissent pas. Donc déjà, il y a un écart qui se creuse. Et l'empathie ne suffit pas. Je crois que pour pouvoir parler des choses, il faut les avoir vécues. En partie, en tout cas. Donc, si vous voulez, moi, ce qui m'intéresse, c'est de construire justement un projet national positif dans lequel, en fait, tout le monde puisse trouver quelque chose à faire, puisse trouver un rôle, puisse progresser, puisse s'émanciper. J'essaie d'imaginer les grands objets sur lesquels pourrait reposer ce récit. Mais je ne vois pas d'alternative, si vous voulez. C'est soit ça, soit la fragmentation de notre société. Il nous faudrait donc une nouvelle classe politique. Si on suit votre logique pour porter votre projet, il faudrait une classe politique qui ne soit pas seulement issue de grandes écoles et qui ait une vision de la réalité plus concrète. Alors déjà, moi je pense que je suis pas anti-élite, c'est-à-dire que je pense qu'on a besoin d'avoir des élites dans toute société. Sauf que, on le sait depuis la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, en France, l'élite, elle est mesurée normalement par le talent. C'est la méritocratie, donc c'est les gens qui se sont distingués dans leurs différentes sphères de compétences. Je ne suis plus du tout certain qu'aujourd'hui ce soit le talent qui distingue les élites. Quand on voit le niveau de reproduction sociale dans les grandes écoles ou de népotisme dans des mondes aussi différents que la politique, le cinéma, le monde des affaires, vous voyez bien qu'en France, il faut 6 à 7 générations pour changer de classe sociale. C'est un peu démoralisant. C'est un ascenseur qui va pas très vite. Il n'y a pas d'ascenseur. Donc cette question de la mobilité sociale, elle est le grand impensé de notre époque. Et je crois que toutes ces passions un peu mauvaises qui en ce moment s'épanchent, je crois que c'est parce qu'elles sont en quelque sorte le dérivatif, l'exutoire de cette question fondamentale de la circulation des élites, de la mobilité sociale, du bon fonctionnement de l'émancipation, de la mixité sociale, toutes ces questions qu'on n'a jamais voulu traiter. En réalité, elles amènent au contraire à la claustration, à la séparation, à la ghettoisation, au communautarisme, à tous ces phénomènes qui expliquent l'essor des passions mauvaises dont je parlais à l'instant. Mais au-delà de ça, si vous voulez, s'agissant des élites, il faut aussi être capable de dire que les élites, ce n'est pas simplement les grandes écoles et les diplômes. Pourquoi est-ce qu'un artisan maroquinier
qui excelle dans son domaine n'appartiendrait pas à l'élite? Pourquoi est-ce qu'une infirmière excellente dans son domaine, particulièrement dévouée, n'appartiendrait pas à l'élite? Moi, je suis pour la diversité des excellences. L'excellence, c'est important, mais il n'y a pas que l'excellence universitaire sanctionnée par des bonnes notes et des diplômes. Il y a aussi l'excellence dans l'artisanat, il y a l'excellence dans l'art, il y a l'excellence dans les métiers du soin. Et donc c'est cette diversité des talents et des excellences qu'il faut à nouveau remettre au cœur du pacte social. Vous ne rejoignez pas du tout Emmanuel Todd sur l'idée que les élites actuelles auraient trahi en quelque sorte la nation française? Non, parce que ça pour moi c'est des approches un peu caricaturales, parce qu'il n'y a pas un grand dessein. Parce que dire les élites ont trahi, ça donne l'impression qu'elles ont décidé en secret dans une salle fermée. Il suffit qu'elles soient conscientes de leurs intérêts, elles sont au pouvoir. Moi, je crois plutôt que c'est l'oubli du projet national qui est lié à la divergence des trajectoires de vie, à la divergence des expériences, qui explique que, effectivement, les élites n'arrivent plus à prendre en charge le bien commun. Mais je ne crois pas qu'il y ait un dessein ourdi par une minorité de gens. Ce serait une trahison qui serait idéologique. C'est une trahison envers l'idée de nation. Non, mais ce que je pense en revanche, c'est que depuis le milieu des années 80, comme la mondialisation a profondément questionné le pacte social et l'État républicain, on a eu une fuite en avant vers la construction européenne, vers la mondialisation libérale, parce que on avait le sentiment que le cadre national était ringard, dépassé. Moi, je crois qu'il est d'une profonde actualité et c'est ce que nous démontrent les crises successives de la mondialisation. Nous avons eu besoin des États-nations pour faire face à la crise financière de 2008. Et nous avons eu besoin des États-nations pour faire face à la crise du Covid, parce que nous n'avions pas de politique planétaire de la santé. Et nous n'aurons jamais de politique planétaire de la santé. Et justement, maintenant qu'on a passé pas mal de temps sur les dissensions intérieures à la nation, on retrouve ces dissensions à partir du traité de Maastricht. Vous revenez dessus aussi dans votre livre. Que pensez-vous de l'Union européenne? Êtes-vous favorable à la construction de l'Union européenne? Est-ce qu'il faudrait changer les traités? Qu'en pensez-vous? Le projet européen, il est extrêmement intéressant au départ. L'idée, c'est des nations européennes se regroupent pour mutualiser un certain nombre de politiques publiques, les plus critiques, et dans un projet de paix. Donc c'est un projet qui est extrêmement intéressant. Simplement, il me semble que depuis les années 80, il a connu une inflexion qui n'est pas une bonne inflexion. On a ouvert l'Europe à la libre circulation des capitaux sans faire l'harmonisation fiscale. Donc c'était forcément producteur de dumping fiscal, d'inégalité. Donc on a un projet européen qui s'est déséquilibré. Et ce projet européen, il a été très favorable aux détenteurs de capitaux, aux épargnants, à certains types d'entreprises. En revanche, il a nui à d'autres catégories de la population, je pense aux classes populaires, mais aussi au secteur industriel. Et donc, si vous voulez, il faut rééquilibrer ce projet européen. On a besoin d'avoir plus de solidarité fiscale, on a besoin d'avoir une véritable politique industrielle, et surtout, il faut arrêter de penser qu'on fera l'Europe en défaisant la France. On a besoin d'une France forte dans une Europe forte. Et là, en disant ça, je ne tombe pas du tout dans l'illusion souverainiste qui consiste à penser que l'Europe doit être modelée à l'image de la France. Simplement, je pense qu'on n'a pas besoin de se couper une jambe pour avoir un bras. L'Europe est un espace de puissance qui peut être politiquement piloté pour faire pièce aux États-Unis ou à la Chine sur des sujets comme la maîtrise des frontières extérieures, sur la transition énergétique, sur le numérique, la régulation des grandes plateformes. On sera plus efficace à l'échelle européenne parce que c'est un grand marché et que c'est une force de dissuasion plus importante que simplement la France. Mais l'échelon national, il reste extraordinairement pertinent et indispensable pour des politiques publiques comme la solidarité et la redistribution, une partie de notre politique industrielle, notre souveraineté agricole et alimentaire, l'aménagement du territoire, l'école, la politique pénale. Enfin, vous voyez, le niveau national reste le lieu d'élaboration de l'essentiel des politiques publiques et en plus, c'est le lieu d'expression démocratique. Mais il n'est pas absurde de se dire qu'on doit transformer cette construction technocratique qu'est l'Union européenne en un espace de puissance politique sur quelques sujets clés dont j'ai donné
quelques éléments à l'instant, de la régulation des géants du numérique à la transition écologique. Et donc, pour résumer, vous pensez qu'on peut appliquer vos idées dans le cadre des traités actuels? Je ne sais pas si la question c'est garder les traités ou les changer. Moi, j'en ai un peu marre de ces débats sur les traités. Je pense qu'on peut faire beaucoup plus de choses qu'on le croit dans le cadre actuel. Il y a des politiques qui restent entièrement à la main des États et on peut décider de les mettre en œuvre. Moi, je crois qu'on a besoin de faire un travail en France sur nous-mêmes d'abord, un travail de reconstruction nationale avant d'aller faire la leçon à tous les Européens. Et tant que ce travail de reconstruction nationale ne sera pas entrepris, déjà la voix de la France en Europe ne sera pas audible, la puissance française sera amoindrie, notre capacité de négociation sera amoindrie, et si vous voulez, la question des traités, pour moi, c'est un peu une facilité, c'est-à-dire que c'est une façon de dire, on va renégocier les traités parce qu'ils ne nous conviennent pas. Oui, ils ne nous conviennent pas, mais je pense qu'il y a un travail à faire sur nous-mêmes d'abord. Avant. On va passer maintenant à la deuxième partie de cet entretien qui concerne le nouveau modèle français dont vous faites la démonstration dans votre dernier ouvrage. Et c'est la première partie de votre ouvrage porte sur le modèle français d'après-guerre, le modèle de reconstruction. Qu'est-ce qui fait justement de ce modèle de 1945 un modèle typiquement français selon vous? Alors d'abord, quelques éléments de définition sur ce qu'est un modèle de société. Le terme modèle est intéressant parce qu'il est polysémique. Un modèle, c'est à la fois une exception. Mona Lisa, qui a servi de modèle, elle était unique. Et elle a inspiré la Joconde. Mais c'est une exception qui inspire. Donc c'est aussi un exemple. Donc le modèle, c'est à la fois une exception et un exemple. Et puis le modèle, c'est aussi la synthèse d'éléments divers ou complexes, la simplification d'éléments complexes. Un modèle en économie, c'est le fait de résumer quelque chose, un phénomène complexe par des équations, des formules mathématiques. Donc le modèle français, c'est à la fois une exception française, une source d'inspiration pour d'autres et la synthèse d'éléments divers. Et la thèse que je défends dans ce livre, c'est que après 1944, après la libération de la France, s'est élaboré dans la douleur, sous la forme de compromis historiques, quelques éléments qui ont dessiné les contours d'un modèle français d'après-guerre. Alors quels sont ces éléments? Ils sont tous puisés dans le creuset de la résistance, du Conseil national de la résistance, des différents groupes qui ont réfléchi à la préparation de l'après. Et donc ils sont puisés dans le traumatisme de notre histoire, et en particulier de la défaite de 1940 qui avait constitué un effondrement militaire mais aussi moral sans précédent. La démission des élites dont Marc Bloch a dressé le réquisitoire accablant dans l'étrange défaite. Et si vous voulez, à l'aune de cet effondrement, les résistants en ont tiré quelques convictions partagées très largement des communistes jusqu'aux gaullistes, en passant par les socialistes, les chrétiens-démocrates, etc. Et c'est ces convictions partagées qui ont servi de compromis au modèle français d'après-guerre. Alors c'est quoi le modèle français d'après-guerre? D'abord, c'est une foi dans le progrès et dans l'idée que l'avenir sera meilleur que le présent. Ça peut paraître un truisme, mais aujourd'hui, c'est difficile d'avoir la même foi dans l'avenir. On voit bien que notre planète se dégrade, on voit bien que la mobilité sociale est cassée, il faut 6 générations pour changer de classe sociale, nos enfants ne vivront pas mieux que nous, donc cet optimisme inébranlable dans l'avenir qui animait les pères de la résistance, il est quasiment inexistant aujourd'hui. Donc ça, c'était un premier trait de caractère commun aux communistes, aux gaullistes, à toutes les forces issues de la résistance. Deuxième trait commun, c'est l'idée que la France était arriérée sur le plan économique et que c'était en partie l'explication de sa défaite. Si l'armée française, qui se croyait pourtant la première armée du monde, avait pu être submergée en quelques semaines par l'armée allemande, c'est parce que celle-ci disposait de blindés et d'une aviation beaucoup plus sophistiquée, beaucoup plus nombreuse que l'armée française. Et parce qu'elle avait un appareil industriel qui avait été entièrement mobilisé au service du réarmement et de la planification industrielle. En France, en 1945, on se rend compte que la dernière aciérie a été construite en 1906. Donc on vit beaucoup sur les restes industriels de la belle époque. Et depuis, il y a eu une sorte de langueur, de déclin industriel.
C'est en tout cas la conviction qui anime beaucoup de dirigeants. Là encore, de la CGT aux gaullistes. Et tous ces dirigeants disent qu'il faut que la France rejoigne le club des grands États industriels. Donc il y a un accord, quasiment un consensus sur la nationalisation des grandes entreprises d'énergie, de transport, les banques, la Société Générale, etc. Il y a un accord sur la planification, l'idée qu'il faut fixer des objectifs de production. Et Jean Monnet va être un acteur décisif de ce travail de planification en 46-47 avec le premier plan de modernisation. Il met autour de la table, dans des commissions de modernisation, des syndicalistes, des experts, des patrons, des hommes politiques qui travaillent autour de diagnostics pour essayer de fixer des objectifs de production. Et donc il y a cette foi commune dans l'industrie et dans l'idée, l'esprit de conquête. L'esprit de conquête né de l'esprit de résistance. Et puis, troisième élément de compromis, c'est la sécurité sociale. C'est l'idée que, oui, l'État, la puissance publique a quelque chose à dire sur le bien-être social de la population française. Contrairement à la Troisième République, qui était non interventionniste, qui pensait que l'État n'avait rien à faire dans l'économie. Là, on adopte une posture plus interventionniste. On pense qu'il faut s'assurer, protéger les individus contre les risques sociaux, contre les accidents de la vie. Et donc, on va développer tout un système de droit social, de droit du travail, de protection sociale. Système sur lequel nous vivons encore aujourd'hui. Et donc, tout ça décide en fait les coordonnées d'un modèle français, en quelque sorte, d'un cadre dans lequel nous avons évolué, malgré le conflit social qui est fort, malgré l'instabilité politique de la 4ème République. Il y a un cadre commun, il y a un cadre de référence. Et la thèse que je défends dans ce livre, c'est que ce cadre de référence s'est évanoui progressivement à partir des années 70, à cause de la mondialisation, à cause de ces grands bouleversements mondiaux, et que nous n'avons pas été capables de dessiner un nouveau cadre de référence ajusté au monde contemporain. Venons-en maintenant qu'on a tiré ce bilan du passé, au nouveau modèle français que vous proposez. Sur quel diagnostic commun s'appuie-t-il ? Alors, il faut d'abord être capable de faire un diagnostic commun. Et je pense que ce que nous avons perdu aujourd'hui dans notre débat démocratique, c'est notre capacité à partager des diagnostics approfondis. C'est-à-dire que aujourd'hui, on a un débat public qui est d'une extrême pauvreté, qui est d'autant plus, on est là pour ça. D'autant plus insignifiant qu'il est excessif, agressif et superficiel. Et donc, ce qu'il faut, c'est reconstruire un débat beaucoup plus approfondi et être capable de se mettre d'accord sur des diagnostics. Dans quel état est notre école ? Dans quel état est notre industrie ? Dans quel état sont nos quartiers, nos villes moyennes, nos petites villes ? Dans quel état est notre justice ? Dans quel état est notre recherche publique et notre recherche scientifique ? Donc ces éléments de diagnostic partagés, il faut qu'on puisse les retrouver. Et aujourd'hui, on est dans un système démocratique où tout est concentré autour du président de la République, où le Parlement est très affaibli, où l'administration est aussi très affaiblie, de moins en moins capable de produire du diagnostic. Et au fond, l'État est un petit peu solitaire, impuissant, il soliloque en quelque sorte. Et donc il faut qu'on reconstruise un véritable pacte productif et social entre l'État, les entreprises, la société, toutes les forces vives, autour de diagnostics communs. Parce que si nous ne sommes pas capables de faire des diagnostics très approfondis sur les sujets que je viens d'indiquer, mais aussi sur la transition énergétique, mais aussi sur le vieillissement démographique, mais aussi sur l'aménagement du territoire, eh bien, nous allons continuer à nous affaisser et nous n'allons pas nous relever de ça. Nous allons décliner lentement. Ce qui est intéressant dans ce que vous dites, c'est le terme approfondi. Parce que ce diagnostic, on l'entend souvent, ce déclin français, sur tout l'échiquier politique, on en entend parler, mais de façon très superficielle, comme vous l'avez dit. C'est jamais, on n'arrive pas, on a l'impression que le débat sur les raisons profondes de ce déclin n'est jamais mené. Est-ce que vous partagez, je pense que vous... Oui, bien sûr, mais c'est-à-dire qu'on a du mal à populariser et à partager des grands diagnostics, et ensuite on a du mal à agir. Et pourquoi est-ce qu'on a du mal à agir ? Parce que aujourd'hui on est dans un système où la décision publique est devenue très très erratique. Vous avez quasiment un changement de président tous les 5 ans, en tout cas depuis 2007 c'est comme ça. Vous avez un gouvernement, un parlement qui sont assez affaiblis, en particulier le Parlement.
Vous avez des administrations publiques qui sont très lourdes, mais qui ont probablement gagné en quantité ce qu'elles ont perdu parfois en qualité stratégique. Et vous avez, comme souvent en France, une très difficile communication entre la puissance publique, le secteur privé, la société civile, alors même que pour faire face à des transitions comme la transition énergétique ou le vieillissement, on a besoin de stratégies de coalition, que tous les acteurs travaillent ensemble autour de diagnostics partagés et aussi d'objectifs et de schémas d'action partagés. Et donc nous sommes très mal équipés institutionnellement aujourd'hui pour faire face à ces changements qui nous déstabilisent, qui nous interrogent. Donc la mère de toutes les batailles, si vous voulez, c'est de changer notre appareillage institutionnel. Je crois qu'il faut réintroduire la fonction de diagnostic au cœur de nos institutions. Il faut réintroduire le goût du long terme, le goût de l'avenir, la préférence pour l'avenir, c'est-à-dire ne pas être enchaîné simplement à la prochaine élection, au sondage du jour, à des mesures électoralistes, mais au contraire être capable de construire une action pour la prochaine génération. Il y a une phrase que j'aime bien qui dit l'homme politique prépare la prochaine élection, l'homme d'État prépare la prochaine génération. Changer l'école de fond en comble, ça suppose un grand consensus national parce que c'est notre trésor collectif. Ça suppose d'y passer beaucoup de temps, ça pourrait absorber un quinquennat, à ne faire que ça. Ça suppose d'user du capital politique, et donc on n'en verra les effets que dans 20 ans. Donc ça n'a aucun intérêt pour un politicien qui veut simplement être réélu. Mais si on se débarrassait de ces considérations de réélection, d'opposition, de posture, et qu'on était vraiment sur l'intérêt national, il faudrait lancer le chantier de l'école sans attendre. Alors justement, je vais me livrer à une petite réflexion personnelle. Je vous ai entendu parler de la France dans d'autres interviews. Vous dites qu'elle réagit, que l'histoire de France, c'est pas du tout. C'est une oscillation de désastre et de triomphe. Merci. Voilà. On n'est pas dans un encéphalogramme plat. On aime bien les oscillations en France. Il y a un élément logique qui m'a manqué dans votre dernier essai. C'est, vous dites, après 1945, il y a eu ce diagnostic commun, cette envie de faire ensemble. Et vous dites, il faut qu'on crée un nouveau modèle français. Le problème logique, c'est qu'en fait, on n'est pas suffisamment dans la mouise. Alors ça, c'est une question qu'on me pose souvent, parce qu'effectivement, il y a eu 2 âges d'or dans l'histoire de la République française. C'est les années 1870-1880, où s'élaborent les fondamentaux de la Troisième République, la politique d'instruction publique, en particulier d'alphabétisation de la paysannerie, les grandes lois de liberté de la presse, liberté syndicale, droit de grève, un peu plus tard la laïcité. Donc c'est vraiment, il y a un modèle républicain extrêmement intéressant qui se construit à ce moment-là, et il se construit en contrepoint de la défaite française face à la Prusse, de la perte de l'Alsace-Moselle, etc. Donc on voit bien que la défaite a en quelque sorte réveillé l'orgueil national. La France était un petit peu alanguie, s'était laissée aller, et on a une espèce de mobilisation générale. En 1945, c'est un peu pareil. L'effondrement de 1940, la honte de la collaboration, réveille l'orgueil national et l'esprit de résistance. Je ne souhaite pas que nous en arrivions à une situation où la France serait tellement en déclin, sous programme du FMI, sous tutelle de la Commission européenne ou je ne sais quoi, pour qu'on se réveille et qu'on construise un nouveau modèle français. Je fais le pari, peut-être audacieux, que nous pouvons construire ce modèle dans une forme de maturité démocratique. Mais ça suppose d'avoir une grande réflexion sur les institutions, parce que tant que nous n'aurons pas remis le long terme au cœur de nos institutions, tant que nous n'aurons pas fait allégeance au long terme plutôt qu'au court terme, eh bien, nous serons condamnés à être dans le coup par coup, dans l'à-coup, dans une politique de gribouille à la petite semaine. Et ça, c'est un chantier que j'aimerais voir évoqué dans la présidentielle qui arrive. Alors, on va maintenant revenir concrètement sur ce nouveau modèle français. Vous souhaitez l'articuler autour de 3, en tout cas dans le livre vous parlez de 3 secteurs principaux, l'agriculture, l'éducation et le soin, il me semble. Alors ça, c'est juste sur le volet économique, c'est-à-dire qu'un modèle, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a un volet historique, comment on se représente l'avenir, il y a un volet économique et il y a un volet social. Bien sûr. Le volet historique du nouveau modèle français, c'est un nouveau rapport à l'histoire qui est lié aux crises planétaires qu'on traverse, dont je parlais tout à l'heure. Oui, le changement climatique est là, et il va dégrader nos conditions d'existence et l'habitabilité de la planète. Oui, le vieillissement démographique est là, et nous allons avoir une société plus âgée. Mais
l'idée que je défends, un peu dans la lignée du catastrophisme éclairé de Jean-Pierre Dupuy, même si Jean-Pierre Dupuy n'aime pas le terme de catastrophisme éclairé qu'on lui impute, c'est de dire il faut que nous soyons capables de poser un diagnostic sur la situation et ses possibles conséquences catastrophiques, pour justement se concerter et mettre collectivement en œuvre les actions qui permettent de conjurer la catastrophe. Donc le catastrophisme éclairé, c'est de dire oui, la fin du monde est possible, sauf si nous mettons en œuvre une stratégie qui va nous permettre de l'éviter. Vous comprenez ? Oui, bien sûr. Et donc, ce que je dis, c'est que le réchauffement climatique, le vieillissement, les défis planétaires peuvent être de formidables opportunités pour reconstruire un modèle français, à condition qu'on adopte cette disposition psychologique consistant à les regarder non pas comme des calamités, comme le font les collapsologues qui disent « la fin du monde arrive, réfugions-nous dans des cabanes et dans des micro-communautés ». Ils disent pas tout à fait ça. Alors, ils disent pas tout à fait ça, mais certains d'entre eux... Ils sont plutôt, en réalité, ils sont souvent caricaturés comme ça, et en réalité, leur discours, je les connais un peu, va plutôt dans le sens de ce que vous évoquiez avant, le catastrophisme éclairé. Alors, ça dépend desquels. Ça dépend lesquels. Il y en a qui Évidemment, disent, ça dépend lesquels. Les grandes, par exemple, il y en a qui disent les grandes Yves Cochet, les grandes infrastructures comme l'État, etc., ne sont pas capables de faire face. Pour beaucoup de collapsologues, c'est une catastrophe. Ce qui Bon, est justement alors, il est utilisé par tout ce qui vous est m'expliquerez décrit, là. hors micro et hors caméra à quel collapsologue vous faites référence. En tout cas, bon, il y a quand même cette tentation un peu sécessionniste chez certains d'entre eux, en tout cas chez ceux qui sont à la mode dans les librairies. Et donc moi, je ne suis pas du tout dans ce discours. Je pense qu'on peut éviter, si vous voulez, la catastrophe, et même plus que ça, on peut faire de la catastrophe le matériau d'un redressement, c'est-à-dire étonner la catastrophe par le peu de peur qu'elle nous fait. Ça, c'est une phrase de Victor Hugo dans Les Misérables que j'aime beaucoup. Je veux dire, écoutez, le vieillissement, c'est pas une fatalité, c'est pas une calamité, ça peut devenir une chance, à condition qu'on en parle comme d'une révolution de la longévité. De la même manière, le changement climatique, c'est pas une calamité, ça peut devenir le support d'une politique de révolution énergétique, mais aussi de changement de nos modes de vie, de changement de nos rapports sociaux, plus égalitaire, plus sobre, plus joyeux aussi, d'une vie plus désirable. Mais si vous voulez, pour ça, il faut être capable d'articuler cette catastrophe à une bataille des récits. Et ça, c'est ce que nous ne savons pas faire aujourd'hui. Et moi, je suis persuadé qu'on n'arrivera pas à conduire la transition énergétique si on n'est pas capable de l'inscrire dans un projet national. Vous voyez bien qu'aujourd'hui, à l'échelle du monde, nous sommes dépendants des énergies fossiles à hauteur de 80,2%. Il y a 10 ans, c'était 80,3%. Si on s'en tient à l'accord de Paris, il faut atteindre le zéro carbone en 2050. C'est-à-dire qu'en 10 ans, on a fait 0,1 point, et en 30 ans, il faudra qu'on fasse 80,2 points. Vous imaginez l'ampleur du changement, ça paraît presque... Alors c'est vrai que quand on voit ça comme ça, on pourrait se dire, on n'y arrivera pas, c'est calamiteux. Il faudra investir 120 000 milliards de dollars dans la transition énergétique à l'échelle mondiale. Donc c'est considérable, mais ce n'est pas juste des masses d'argent, ce n'est pas juste des mesures fiscales, ce n'est pas juste une série de mesures. C'est des bouleversements. C'est un bouleversement de notre rapport social, parce que tout système énergétique conditionne un rapport social. L'électricité et le charbon, ça correspond à un certain mode d'organisation industrielle, à un certain type d'innovation, à une forme de culture, à une forme d'aménagement du territoire, à un rapport social global, vous comprenez ? Sortir du fossile, ça sera même encore plus un bouleversement que l'arrivée du pétrole dans notre équation, parce que l'arrivée du pétrole, c'est une tranche énergétique qui s'est ajoutée à d'autres tranches qu'on a gardées. Je veux dire, le niveau de consommation de charbon n'a pas beaucoup évolué avant 1945 et après 1945. C'est toujours à peu près un quart de la consommation énergétique mondiale. Le pétrole a juste permis ce qu'on appelle la grande accélération, c'est-à-dire le développement industriel à marche forcée des 30 glorieuses. Mais si vous voulez, la tranche du charbon, elle est toujours là. Elle n'a pas bougé. Là, ce qu'on doit faire, c'est pas simplement passer des hydrocarbures, c'est pas ajouter une nouvelle tranche énergétique qui serait le renouvelable ou le nucléaire ou la sobriété. C'est changer complètement de système énergétique. Donc c'est des conséquences qui sont encore plus considérables sur la société que la modernisation d'après 1945 qui, elle, a déjà emporté des conséquences considérables que je décris un petit peu dans le livre sur la consommation, sur l'urbanisme, sur la façon dont les gens se déplacent, sur la culture, sur les rapports sociaux. Donc vous comprenez que pour faire face à des changements comme ça, on ne peut pas simplement dire « Ah, il faut que la Banque centrale achète des green bonds ou que la trajectoire de la taxe carbone augmente à intervalles réguliers. » Non, il faut un récit. Bien sûr. Vous voyez ?
Et ce travail n'est pas fait. Et ce travail, il devrait être pris en charge par qui? Par la puissance publique, par la classe politique. Et en France, nous sommes particulièrement bien équipés pour le faire. Pourquoi? Parce que la nation civique dont on parlait tout à l'heure, c'est le pays par excellence qui se rêve à haute voix. Comme en 1789, nous avons tout mis par terre, les ordres, les castes, l'Ancien Régime. Nous avons eu besoin de rêver de rêver à haute voix la nation que nous étions en train de construire. Il fallait bien donner une direction, il fallait bien donner une préférence pour l'avenir. Faute de quoi, nous n'aurions eu que le chaos et l'anarchie. Nous avons eu notre dose de chaos et d'anarchie au XIXe siècle, mais nous n'avons pas eu que ça. Nous avons eu cette capacité à rêver à haute voix dans des moments de bouleversement la nation que nous voulions construire, la nation civique que nous voulions construire. D'où d'ailleurs le lien intime qu'il y a en France entre la politique, la littérature et l'État. C'est-à-dire que, au fond, nous avons eu Victor Hugo, nous avons eu Lamartine, nous avons eu Chateaubriand, nous avons eu Malraux un peu plus tard, nous avons eu en fait des hommes de lettres qui étaient aussi des hommes d'État et qui ont participé à la construction de l'État et à la construction de la France, des lendemains. Vous comprenez ce que je veux dire ? Nous aurions besoin de retrouver cette grande politique-là, cette politique qui est intimement liée à la littérature, qui est intimement liée à l'imaginaire, pour construire le monde de demain. Parce que si nous ne sommes pas capables d'écrire ce récit de l'avenir, nous n'arriverons tout simplement pas à conduire cette transition énergétique. Et ce que je remarque, c'est que la France, qui a longtemps été la première dans cet exercice d'imagination et de mise en récit collective, mais pas simplement de fiction, parce que la mise en récit entraîne des actions. Le catastrophisme éclairé, c'est se forger une représentation de l'avenir catastrophique pour lui substituer une représentation de l'avenir désirable que nous allons collectivement mettre en œuvre, vous comprenez ? Oui, bien sûr. Donc si nous arrivons à retrouver cette haute politique-là, nourrie à la littérature, nourrie à l'imaginaire, eh bien non seulement nous allons reconstruire un modèle français pérenne, soutenable, désirable, de concorde, d'égalité, de justice, mais nous allons inspirer notre pays. Et ce que je regrette profondément, c'est que la France, aujourd'hui, elle n'est pas à l'avant-garde de ça. Je vois dans le modèle chinois ou dans le modèle américain qui, moi, ne me donne pas du tout envie, ni l'un ni l'autre. Des récits. Mais je vois des récits. Bien sûr. Il y a dans la politique chinoise du président Xi l'idée que nous allons laver l'affront colonial et que la Chine en 2049 sera la première puissance mondiale grâce à ce gigantesque corridor à la fois énergétique et d'infrastructure que sont les routes de la soie. Il y a dans le récit américain, qui se construit un peu en contrepoint de la Chine, mais qui reste quand même vivace, l'idée que l'Amérique va être le rempart des démocraties. Il y a aussi le récit californien. Et le récit californien, transhumaniste, on pourrait dire aussi d'une certaine manière survivaliste. D'accord ? Quel est le récit français aujourd'hui ? Je ne saurais pas vous le dire. Ou européen. Quel est le récit européen ? Je ne saurais pas vous le dire. Et d'ailleurs, c'est symptomatique, la transition écologique vue par l'Europe, c'est des taxes et des normes. Mais ce n'est pas avec des taxes et des normes que vous allez faire la transition écologique. Et d'ailleurs, ça conduit à des effets pervers. C'est qu'on a tellement normé et taxé qu'on a délocalisé une partie de la production polluante à l'étranger. Et donc aujourd'hui, si vous voulez, oui, la France est vertueuse sur le plan des émissions de gaz à effet de serre, mais si on ajoute à ces émissions de gaz à effet de serre les émissions importées, oui, bien sûr. On n'est pas si vertueux que ça. Ah non, pas du tout. Voilà, donc il faut se dire, au fond, comment est-ce que nous construisons une stratégie industrielle et plus largement une stratégie de développement collectif qui permettent de prendre en charge ces transitions. Et puis cette absence de récit français ou européen conduit aussi au populisme, parce que ça laisse une place sur le plan moral à occuper. Les gens ont besoin d'un récit qui est... On me disait l'autre jour de quoi M. Zemmour était le symptôme. En fait, M. Zemmour, il est le symptôme de tous nos renoncements. Il est le symptôme de l'abandon des classes populaires par la gauche. Il est le symptôme du refus d'une partie de la classe politique de prendre en compte certaines demandes ou certaines inquiétudes qui sont légitimes sur la question de la sécurité, sur la question de la mixité, sur la question du pacte social, qui sont exprimés par les gens et qui ne sont jamais reflétés dans la classe politique. Il est le symptôme d'un désenchantement démocratique. Il est le symptôme
si vous voulez, d'une succession de renoncements qui fait que cette entreprise politique prospère. Et si ce n'est pas M. Zemmour, c'était Mme Le Pen hier, ça sera M. Tartemol ou Mme Marion Maréchal demain. Et ce que je veux dire, c'est que ces gens-là sont des rentiers de l'impuissance. Vous voyez ? Oui. C'est des rentiers du déclin et de l'impuissance. Et il y aura toujours un entrepreneur intelligent, madré, bien dans cet esprit français, avec M. Zemmour, qui est un journaliste, qui est un homme de lettres, qui relève plus du plumitif pour moi que de l'intellectuel éclairé, mais l'époque est ce qu'elle est. Mais ce que je veux dire, c'est que vous aurez toujours des rentiers qui prospéreront sur ça. Si nous voulons dégonfler définitivement cette bulle populiste, extrémiste, nous avons besoin de reconstruire un récit, de prendre en charge les difficultés réellement, de restaurer la délibération collective et la délibération démocratique, de redonner de l'efficacité à l'action publique. Voilà, c'est peut-être moins flamboyant que les grandes saillies de M. Zemmour, mais c'est probablement plus efficace et surtout c'est de nature à restaurer la concorde, alors que le projet de M. Zemmour, il nous mène tout droit vers la guerre civile qu'il prétend déceler dans le pays. Avant de vous remercier définitivement, je dois doublement vous remercier David Jayes. D'abord parce que l'entreprise Pincer c'est chouette vise justement à établir des diagnostics partagés, comme vous l'avez évoqué. Ensuite, je dois vous remercier aussi parce que vous anticipez toutes mes questions. Et la dernière question que je souhaite vous poser, c'est je souhaite vous taquiner un peu, parce que cette idée de récit m'est assez chère. Et ce nouveau récit dont vous parlez, qui serait de nature à mobiliser les forces vives françaises, il reste croissanciste pour vous. C'est-à-dire que je vous ai entendu répondre à quelqu'un qui vous parlait de la décroissance. Vous lui avez répondu non, on peut créer beaucoup de valeur dans le monde de demain. Dans un monde sans pétrole, avec une démographie vieillissante, il est beaucoup plus compliqué matériellement de continuer à croître, c'est-à-dire qu'il y a un volume de richesse qui est déjà créé, il faut en créer encore davantage, sachant que les transports ce sera plus compliqué, mais il y aura un sacré nombre de choses qui seront beaucoup plus compliquées. Vous remarquerez que je ne dis jamais que je suis pro-croissance ou pro-décroissance, parce qu'en fait pour moi, les pro-croissance et les pro-décroissance sont tous les deux obsédés par le même indicateur qui est le PIB. Moi je crois que nous pouvons continuer à créer beaucoup de valeur avec une équation énergétique très différente. Cette équation énergétique, c'est quoi ? C'est le zéro carbone, c'est de la maîtrise énergétique ou de l'économie d'énergie, évidemment, et puis c'est un mix de renouvelables et de nucléaire. Ça va être le support matériel, en quelque sorte, de notre activité économique demain. D'accord ? Dans ce contexte-là, il existe un certain nombre de secteurs, un certain nombre d'activités qui créent de la valeur économique, de la valeur sociale et de la valeur environnementale. C'est tout ce que j'appelle l'économie du bien-être. Cette économie du bien-être, elle a une empreinte énergétique beaucoup plus limitée que l'économie industrielle d'après-guerre et pourtant elle crée de la valeur. Prenez la santé. Mais elle crée de la valeur, mais le pays, en fait, c'est un sujet qui revient sur Penser c'est chouette et qui reviendra souvent parce qu'à mon avis, il est central, c'est-à-dire dans la construction du nouveau récit. Est-ce qu'on accorde de l'importance à la croissance des revenus monétaires ? Parce qu'en fait, le PIB, c'est ce qu'on m'a expliqué Christophe Rameau qui est venu ici, c'est les revenus monétaires, c'est-à-dire que ça correspond aux revenus de tous les Français. Oui, mais c'est une convention comptable, le PIB. Si vous voulez, c'est une convention comptable qui a été inventée dans les années 1930 pour mesurer les effets de la Grande Dépression sur l'économie américaine. Et cette convention comptable peut être remplacée par une autre convention comptable qui prend en compte d'autres paramètres. Moi, je préfère parler de prospérité, de plein emploi, de création de valeur que de création de richesse monétaire au sens du PIB. Bien sûr. Je pense qu'il faut sortir de ce débat piégé entre la croissance et la décroissance parce que le problème de la décroissance, c'est qu'elle postule l'idée qu'il faudrait se couper un bras, puis un deuxième bras pour rester dans le... Moi, je préfère vous connaissez la théorie du donut. Ouais. Vous voyez à quoi ressemble le donut. Ouais. Vous avez, si vous voulez, le bord extérieur du donut, c'est les limites planétaires. Donc c'est la nouvelle équation énergétique. Le bord intérieur, c'est-à-dire le trou qui est à l'intérieur du donut, c'est les besoins primaires. Notre marge de manœuvre, notre espace, il est dans vraiment tout l'intervalle entre les deux limites. Et cet intervalle entre les deux limites, il faut faire en sorte qu'il soit le plus large possible. Vous voyez ce que je veux dire ? Je crois que vous êtes décroissanciste. Non, je ne crois pas. En tout cas, je pense qu'il va falloir contrôler notre consommation énergétique.
Et quand on regarde les scénarios de RTE, par exemple, excellent rapport dont je recommande la lecture à tout le monde, en termes de diagnostic partagé, là on y est, on voit que la maîtrise de l'énergie va faire partie de l'équation. Ça veut dire qu'il faudra des logements mieux isolés, avec moins d'effets rebond, parce qu'aujourd'hui, quand on isole, les gens augmentent la température, le thermostat. Il faudra évidemment des véhicules électriques ou des mobilités douces. Il faudra moins prendre l'avion à tort et à travers. Donc, ça va changer vraiment notre quotidien, notre mode de vie, etc. Mais en même temps, si vous voulez, par exemple, prenons l'exemple de l'agriculture. Il va falloir sortir de la chimie, il va falloir émettre moins de méthane. Mais pour autant, on est 7 milliards d'êtres humains, on atteindra un pic à 10 milliards. Il faut bien nourrir cette population. Et vous avez une population en plus dans les pays en développement qui accède à des standards de classe moyenne auxquels l'Occident a eu accès dans les années 50 ou 60. Et ces gens-là, on ne va pas les maintenir dans un état de sous-nutrition. La décroissance, quand on parle de décroissance, on parle de décroissance dans le cadre français, au niveau de la consommation et de la production française, pas du tout mondial. Au niveau mondial, il est évident qu'un grand nombre de pays où vivent encore trop de gens dans la misère ont besoin de croître financièrement. Non, mais moi je pense qu'il faut déconnecter la question de la valeur de la question de l'intensité énergétique. C'est ça le vrai sujet. Le reste, c'est de la foutaise. C'est-à-dire qu'il faut qu'on arrive à créer de la valeur, et ce sont des standards aussi, ce sont des conventions. Qu'est-ce que la valeur? Il faut qu'on arrive à continuer à créer de la valeur et donc de l'emploi, avec une intensité et une pression énergétique bien moindre. C'est ça le vrai sujet. C'est pas de dire on va décroître. Je vous prends juste un exemple, c'est l'agriculture. Il faut qu'on continue à nourrir 67 millions de Français avec la plus grande autonomie possible. D'accord ? Donc, si vous revenez au standard de l'agriculture avant la mécanisation, vous ne nourrissez pas les Français. Et c'est très difficile à électrifier en plus l'agriculture. Exactement. Et donc, vous avez des sujets comme ça. Et par ailleurs, il y a un certain niveau de confort de vie auquel se sont habitués les gens. Bien et l'idée, ce n'est pas de leur dire qu'ils vont perdre 30 ou 40% de leur confort de vie. L'essentiel, c'est de maintenir un certain... En revanche, c'est vrai que je pense que nous n'allons pas... Ce serait mentir aux gens que de dire qu'ils vont progresser encore de manière... inexorable dans leur confort de vie. Pour moi, un des récits des 30 glorieuses, puis surtout des années 70-2020, c'est l'idée qu'on peut subvenir, qu'on peut tous améliorer notre condition de vie matérielle individuellement, c'est-à-dire en travaillant plus, qu'on a cette capacité. Ça, c'est un des piliers fondateurs, il me semble, du récit de cette époque-là. Et il me semble que c'est un de ce pilier qui doit changer, être remplacé par on a tous besoin de la solidarité de la nation. Et ainsi, notre niveau de vie peut ne pas vraiment trop baisser parce que cette solidarité vient remplacer la responsabilité individuelle. Vous faites la démonstration que la question écologique et la question nationale sont intimement liées, contrairement aux fadaises que racontent un grand nombre d'écologistes qui pensent que l'écologie n'est qu'une affaire de micro-communautés sobres et résilientes ou alors de grands gouvernements du monde. Bien sûr. Ces gens-là n'ont jamais réfléchi en fait à la question politique. Mais je crois que je connais les bons écologistes parce qu'ils disent pas exactement ça. Merci beaucoup David. Merci de votre invitation. C'était super, j'espère que ça vous a plu et on se retrouve comme d'habitude pour le prochain.